Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles qui vous accompagne chaque jour durant 1 heure. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Édouard Pellerin, le PDG de Valoptime, afin d'évoquer avec lui l'immobilier vert, comment tenter de marier écologie et rentabilité dans l'immobilier. Deux approches qui peuvent apparaître contradictoires, mais que beaucoup essayent de réconcilier alors que la réglementation énergétique sur l'immobilier d'habitation se durcit. Et puis dans Enjeux patrimoine, nous tenterons de comprendre comment l'épargne s'envisage de plus en plus de façon dématérialisée. Et nous tenterons de comprendre comment cette approche devient un enjeu global pour la profession. Nous en parlerons avec Marc Templeman, le fondateur de Cashbee, et avec Zacharia Laguel, le président et fondateur de WeSave. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier afin d'évoquer les risques financiers sur les marchés, mais aussi la thématique d'investissement en Chine avant de conclure par le débrief des conférences de Bogdan Koval. Smart Patrimoine, c'est parti. Et c'est parti donc pour Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les lundis à l'immobilier. Et en l'occurrence, nous allons parler d'immobilier vert, d'immobilier écologique, mais aussi d'immobilier moderne. Comment peut-on améliorer l'empreinte carbone des immeubles? Comment peut-on innover et proposer de nouveaux services avec les nouvelles technologies? Et surtout, quel impact pour les épargnants? Nous en parlons avec Édouard Pellerin, le PDG de Valoptime. Bonjour Édouard Pellerin. Bonjour. Alors, quand on parle d'immobilier écologique, on va peut-être commencer par des définitions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, l'immobilier écologique, pour moi, je découpe ça en 3 phases. D'accord. Il y a la phase de construction, il y a la phase d'exploitation. Et puis la phase de conception, pardon, pour qu'il y ait bien les 3 phases. Et effectivement, nous, notre approche, elle est totalement tournée vers l'environnement dès le départ et à chaque étape. C'est-à-dire que on se met en ordre de marche pour être de moins en moins polluant, et pour utiliser de plus en plus de matériaux nobles et tournés vers l'environnement. Aujourd'hui, vous faites essentiellement du moderne, c'est ça? Vous construisez des immeubles de manière écologique? Alors, on aime bien et on aimerait bien pouvoir recycler plus de bâtiments. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'immeubles de bureaux qui doivent muter compte tenu de l'arrivée du co-living et du télétravail, etc. Bien sûr, ouais. Néanmoins, on ne peut pas toujours le faire. C'est réglementairement assez contraignant. Effectivement, c'est lorsque l'on crée des immeubles que l'on arrive à être plus performant en termes d'environnement. Et alors, vous nous avez évoqué 3 phases. On peut commencer par la conception. Du coup, quand on veut créer un immeuble écologique, ça commence par cette phase de conception. C'est-à-dire que c'est là où on va choisir les matériaux, c'est là où on va construire peut-être l'immeuble un petit peu différemment pour qu'il soit plus étanche énergétiquement, par exemple, ou autre? Alors, exactement, mais il n'y a pas que ça. Donc, effectivement, il faut que toute l'équipe de l'architecte et tous les intervenants du projet soient alertes sur ce sujet-là et aient envie d'aller dans le bon sens. Donc, effectivement, vous avez parlé des matériaux. Nous, on utilise, par exemple, on a développé en fait un concept qui s'appelle My Wood Loft. D'accord. Et on a un bâtiment qui est aujourd'hui en cours de finition, qui est à Montreuil, que l'on a fait avec Sandra Delamotte. Et dans ce bâtiment, on a choisi des matériaux qui sont totalement tournés vers l'environnement. Et par exemple, le revêtement de sol est fabriqué avec de la poudre de maïs, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et donc ça, j'imagine que vous ne l'avez pas forcément breveté, mais vous êtes allé chercher en fait une Non, autre on l'a pas breveté, mais on a collectionné en fait dans ce concept My Wood Loft un certain nombre de choses qui vont vers l'environnement. Et qui remplacent l'existant, voilà. Mais d'une manière plus écologique. D'accord. Oui, mais sauf que là, c'est un immeuble construit. D'accord, oui. Et par exemple, c'est d'anciennes dalles de béton qui servaient à stocker des voitures. C'était des garages. D'accord, oui. Ça a été concassé sur place, ça a été broyé sur place, ça a été trié sur place, ce qui fait que ce que l'on a sorti de ce chantier, en fait, c'est une infime partie par rapport à une construction normale. D'accord. Et donc, le remblai de cet immeuble a été fait avec les déchets du site. D'accord, donc en fait, on récupère même si on vient ajouter des matériaux écologiques ou changer des matériaux, en fait, on récupère l'existant et on le recycle à l'intérieur de l'immeuble automatiquement. Tout à fait. Donc, on ne sort pas avec ces sacs de gravats comme on peut le voir dans certains Alors, immeubles. on l'a fait un petit peu et c'est ce qui est fait normalement. Là, on pouvait le faire.
J'incrimine pas les autres chantiers, Bien mais sûr, effectivement, nous, on a pu le faire, donc on a fait ça comme ça. Pourquoi cette volonté d'aller vers de l'immeuble 100% écologique? Parce qu'on imagine que ça coûte plus cher à un moment. Alors je ne sais pas s'il est 100%, si on peut parler de 100% d'ailleurs, mais on imagine que ça coûte plus cher. Pourquoi est-ce que vous y allez et pourquoi vous avez décidé d'être autant tourné sur ce créneau-là? Alors en général, c'est pas moi qui pose les questions, mais je vais vous en poser une. D'accord. Quel serait le prix à payer pour sauver la planète? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais... Voilà, donc ça c'est notre première démarche. Et ensuite, effectivement, il y a des surcoûts à certains endroits, mais ces surcoûts, petit à petit, si jamais tout le monde se met à consommer des choses qui sont, enfin à utiliser des choses qui sont tournées vers l'environnement, leur coût va baisser. Néanmoins, aujourd'hui, nous, dans nos constructions, ce surcoût, il est totalement absorbé, je dirais, par l'économie du projet, voilà, parce que on va chercher on fait de la qualité. D'accord. Cette qualité, elle est certifiée. On a toutes les normes du marché. Et donc, les gens viennent chercher ça aussi lorsqu'ils achètent des lieux de vie, des biens immobiliers chez nous. Eh bien, ils sont toujours satisfaits d'aller sur le haut du marché. Donc là, on a donné un exemple effectivement de cette dalle de béton que vous avez concassée ou effectivement de ces revêtements écologiques. Vous intégrez également de la faune et de la flore locale dans vos immeubles. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, du coup, quand on fait un immeuble écologique avec de la faune et de la flore à l'intérieur? C'est-à-dire qu'on a travaillé avec François Lasserre, qui est un grand entomologiste, et on a en fait utilisé toute la parcelle de l'immeuble pour refaire un mur à microphone. Alors, à l'époque, on appelait ça des gabions. Il y a une grande marque qui s'appelle Nature et Découverte qui vend, vous savez, ces petites maisons avec les alvéoles où on peut faire rentrer les abeilles et les insectes. Oui, bien sûr, oui, effectivement. Oui. Et bien, c'est ça, en gigantesque. D'accord. Et donc, on a le plus grand mur à microphone d'Île-de-France. L'idée, c'est de faire revenir la faune et la flore au cœur de la ville. Parce que tous les insectes ne sont pas des insectes qui piquent et qui font mal. C'est une infime partie. Mais effectivement, à force d'urbaniser, eh bien, en fait, on repousse la faune et la flore. Et là, l'idée, c'est d'essayer de l'intégrer, de la mixer avec nos constructions. Donc en fait, on fait revenir les insectes au cœur de la ville, donc on les fait revenir sur un immeuble. Donc là, j'imagine qu'il faut quand même communiquer vis-à-vis des gens qui vont habiter dans l'immeuble sur le fait que ça n'est pas des nuisibles. Ça a un intérêt pour l'immeuble ou c'est autre que faire revenir cette faune et cette flore? Je veux dire, ça a un impact ou un effet sur l'immeuble ou c'est vraiment, entre guillemets, offrir un habitat à ces insectes pour ensuite aller polliniser le reste de la ville? Alors en fait, la réponse, elle est, vous l'avez faite, elle est un petit peu mélangée de tout ça. C'est-à-dire que les gens qui viennent, en l'occurrence à Montreuil, qui ont acheté, pour la plupart, c'est des gens qui habitaient déjà à Montreuil, mais c'est des gens qui sont très sensibles à ça. Et il y a toute une pédagogie qui va être faite avec François Lasserre, qui va revenir 2 fois ou 3 fois la première année pour leur expliquer comment fonctionne ce mur à microphone. D'accord. Et on a travaillé également avec Franck Derrien, le paysagiste, qui en fait a choisi des essences qui elles-mêmes font qu'il y aura peu de végétaux et qu'on aura au bout du jardin en fait une espèce de halo de fraîcheur et on va pouvoir gagner en température, en hygrométrie, quelques degrés quand il fait chaud. D'accord, donc il fera moins chaud quand Exactement. il fait chaud parce que en fait, on a développé un écosystème autour de l'immeuble. Exactement. Et alors là, on parlait aussi d'idées que l'on a mis dans ce bâtiment. Bien effectivement, les déchets verts ne sortiront pas du bâtiment parce qu'on a mis un bac à compost D'accord, dans ok. cet immeuble également. Voilà, quelques autres petites trouvailles. Et on a des cellules photovoltaïques sur le toit qui viennent alimenter les batteries, des batteries qui servent à éclairer les parties communes. Et l'ascenseur de chez Otis est également un ascenseur à récupération d'énergie. C'est-à-dire que quand il descend, il vient lui-même charger les batteries. Et ces batteries, en fait, permettent d'éclairer de manière autonome les... Ça fonctionne comment? C'est les frottements du coup de l'ascenseur Vous avez déjà fait du vélo? Oui, ça voilà, c'est la bonne dynamo. C'est une dynamo. C'est une bonne dynamo améliorée, pardon, pour les gens de chez Otis, mais c'est ça. Et qui vient du coup récupérer l'énergie. Donc là, en fait, on essaye en fait de trouver une certaine autonomie énergétique. Alors j'imagine qu'on ne peut pas y arriver, mais en tout cas... Alors dans les parties communes de cet immeuble, oui. Si, là, on est complètement autonome énergétique. Mais on est dans une petite structure, dans un petit bâtiment où il y a une vingtaine de biens immobiliers. Donc c'est à taille humaine et on arrive à le faire là. Je ne sais pas si on peut le faire sur de très grands immeubles. Alors je vous ai posé la question du prix et vous m'avez effectivement répondu que c'est potentiellement plus cher, mais... Mais c'est neutre parce que c'est absorbé en fait dans notre coût de construction. Et comme l'immeuble est très qualitatif, en fait on va chercher des valeurs
plutôt haute, D'accord. mais dans le marché, mais plutôt haute. Donc, c'est neutre. C'est neutre. Et alors, en termes de gestion, enfin, déjà, est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de construire un immeuble écologique parce qu'on se rajoute des contraintes, si je puis le dire ainsi, ou en tout cas on se met des contraintes supplémentaires pour justement avoir cette autonomie énergétique, pour avoir un petit peu plus, pour faire revenir la faune et la flore, pour choisir des matériaux qui seraient plus écologiques. Est-ce que du coup ça rajoute une complexité? Oui, tout à fait. Alors la complexité, elle est là parce qu'on a les normes NF Habitat, Biodiversity et E+. Et en fait, ces normes et ces labels nous imposent des contraintes. Mais en fait, c'est pour nous un véritable plaisir, parce que c'est dans l'ADN de l'équipe. Et du coup, on a en fait, je pense, un immeuble extrêmement qualitatif, et ça se ressent au moins dans le fait que les clients soient très captifs et très sensibles à ça, quoi. Vous avez combien d'immeubles aujourd'hui chez Valoptime, du coup, sur cette norme-là? Alors, on ne les garde pas, les immeubles, puisqu'on est promoteur, donc on les vend. Non, mais Donc, vous en avez construit combien, pardon, ce concept My Woodloft, le premier, il est à Montreuil, il est en train d'être livré. Le deuxième s'appelle les Jardins de la Canopée, et il est au Chênay. Et on devrait en faire un bientôt à Neuf-le-Château, dans les Yvelines. Et alors, en termes de réceptivité des futurs propriétaires, vous sentez qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire sur ce genre d'immeuble, ou au contraire, on vient vous voir sur ce type d'immeuble spécifique? Alors, sur l'expérience que l'on a eue à Montreuil, en fait, les gens étaient très réceptifs. La pédagogie, du coup, était relative, et on a vendu en une soirée 50% de l'immeuble. C'est D'accord. Très relatif, parce que c'est une dizaine de lots sur 20. Voilà. Mais les gens sont très, très sensibles. Alors, le Chênay est peut-être une population un peu différente, un petit peu plus âgée, où là, il y a un peu un plus de choc pédagogie, culture effectivement, un petit peu plus importante. Mais disons qu'on est content de pouvoir transmettre ces idées-là. Merci beaucoup, Édouard Pellerin, de nous avoir décrypté un petit peu ce concept d'immobilier vert ou d'immobilier écologique, mais pas que, puisque du coup, on est également dans l'immobilier moderne. Édouard Pellerin, je rappelle que vous êtes le PDG de Valoptime. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine. Nous allons aujourd'hui tenter de comprendre ensemble l'essor de l'épargne en ligne et les nouveaux enjeux que cela génère pour les épargnants, mais aussi pour les professionnels du secteur. De nombreuses solutions émergent et avec elles, de nouvelles façons d'appréhender l'épargne et la relation client. Quelle place donc pour l'épargne digitale? Nous en parlons avec Marc Tempelman, le fondateur de Cashbee. Bonjour Marc Tempelman. Bonjour. D'ailleurs, si on ne savait pas que vous étiez de Cashbee, on l'identifie assez facilement. Et on en parle également avec Zakaria Laguel, le fondateur et président de WeSave. Bonjour Zakaria Laguel. Bonjour. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler pendant une quinzaine de minutes du coup de cette épargne digitale. Peut-être en 30 secondes chacun, rappeler les services que vous proposez afin qu'on comprenne réellement quelle est votre position et votre vue du marché. Peut-être Zakaria Laguel pour commencer. Alors effectivement, WeSave, c'est une société technologique qui est un des leaders de la gestion privée en ligne depuis 2016. On met à disposition des clients particuliers des offres de gestion sous mandat. D'accord. Donc accessible dès 300 €. C'est une épargne qui est performante, à faible coût, transparente et très accessible, et qui permet à un utilisateur de créer son profil de gestion en ligne en quelques instants et de se voir investi sur un produit d'épargne longue, investi en tracker. Ça, c'est la partie consommateur, mais vous avez également une activité B2B. Exactement. Et fort de ce succès en B2C, nous avons pivoté vers un modèle à destination des professionnels du secteur qui permet à tout un chacun, en tout cas les banquiers et les conseillers en patrimoine, de renouveler leur expérience de distribution en mettant à disposition des solutions d'agrégation patrimoniale qui permettent d'accompagner les clients finaux sur les thématiques qui leur sont chères. Alors Marc Tempelman, même exercice en une trentaine de secondes, effectivement, de présenter l'activité de Cashbee. Alors Cashbee est parti du constat que nous sommes très très nombreux à mettre beaucoup de côté, mais pas trop savoir quoi en faire. D'accord. Ouais. Donc l'idée était d'aider les Français à épargner plus et mieux, surtout mieux. Même si on avait déjà beaucoup de côté. Absolument. On n'a jamais assez. C'est pour les petits budgets comme pour les gros budgets. Ça commence à partir de 10 €. Et pour ce faire, on s'est dit qu'il fallait partir, de l'outil qu'on a maintenant tous, c'est-à-dire le portable, donc d'essayer de proposer tous nos services à travers le petit écran. Et le second élément, c'était de partir du produit le plus simple, c'est-à-dire de partir d'un compte rémunéré. D'accord. À partir de là, on a construit également d'autres solutions d'épargne, toujours dans la simplicité. Cashbee Plus
une assurance vie par thème, Cash Vie Plus IMO pour ceux qui adorent l'immobilier et Cash Vie Plus Relance pour ceux qui veulent mettre leur argent au travail via la relance française. Alors du coup, messieurs, maintenant, la première question, la question à 1 000 euros. Aujourd'hui, est-ce qu'il est envisageable de ne pas avoir la possibilité d'épargner en ligne quand on est un épargnant ou un consommateur? Peut-être Marc Tempelman pour commencer. Alors, je pense que vous vous doutez de ma réponse. Oui, je me doute de votre réponse. Mais non, vous pourriez me dire, on a encore beaucoup de pédagogie à faire, ça n'est pas complètement acquis. Alors, on a encore beaucoup de pédagogie à faire. 2, le client moyen chez nous, il a plus de 40 ans. D'accord. Donc, ce que je voudrais surtout communiquer, c'est que l'expérience digitale qui est naturelle, native pour les jeunes, elle est très facilement acquise et aujourd'hui attendue également par les générations qui leur précèdent. Donc le digital, en fait, pour nous, et j'irai même plus loin, le mobile est le cœur de la proposition de valeur parce que c'est par elle que passe cette simplicité. Et par ailleurs, l'éducation financière à laquelle vous faisiez allusion, dont on pense effectivement qu'on en a encore beaucoup, beaucoup besoin. Donc aujourd'hui, Zacharia Laguel, même s'il y a beaucoup d'interlocuteurs avec qui on peut discuter pour gérer son argent, je pense à un conseiller bancaire, je pense à un conseiller en gestion de patrimoine ou autre, on ne peut pas ne pas envisager d'avoir une interface en ligne pour gérer ou en tout cas avoir une vue soi-même de son épargne. C'est devenu un standard de marché. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir d'avoir un produit d'épargne pour lequel on n'a pas un reporting quotidien, pour lequel il n'y a pas un conseiller capable de savoir ce qui se passe en termes de performance, en termes de risque, en termes de frais. Et donc la réglementation européenne et l'open banking permet maintenant d'avoir une vision consolidée du patrimoine avec une expérience qui est renouvelée. Lorsque vous allez dans une banque privée, même si vous avez 1 million d'euros, vous avez un reporting annuel. D'accord. Et ça doit changer avec la technologie qui est au service de l'usage. Parce qu'on ne veut pas un reporting annuel, on veut un reporting seconde par seconde, en fait, c'est ça? Presque. En tout cas, on va avoir le contrôle. Et donc, on va avoir le contrôle et la transparence. Et ça, c'est permis grâce à la technologie. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce soit Cashbee ou WeSave, vous proposez tous les deux l'agrégation de comptes bancaires, puisque finalement, on veut avoir une vue intégrale de ces comptes. C'est ça, quand on est épargnant, on ne veut pas avoir un compte dans une banque, un compte dans une autre et un compte sur ma banque en ligne, et ensuite faire ses calculs soi-même. On veut avoir un tableau de bord, en fait, sur une seule application. Un distributeur Internet ne peut pas avoir la prétention de capter l'ensemble de l'épargne de ses clients. Donc, il doit avoir la capacité à agréger les comptes, à comprendre ce qui se passe, à savoir quelle est l'appétence du client pour le risque. Lorsque vous vendez un profil de gestion dynamique en ligne et que vous voulez savoir quelle est la réelle appétence de votre client, vous devez savoir s'il a un PEA par ailleurs, s'il a fait des arbitrages sur un compte titre. Et donc, avoir une vision consolidée, ça permet d'avoir une vision très précise du comportement de l'investisseur dans les cas de turbulence de marché. Donc, l'agrégation patrimoniale est obligatoire. C'est un nouveau standard, c'est obligatoire pour avoir une vision pertinente du profil du risque. C'est obligatoire réglementairement ou vous dites que c'est obligatoire parce que pour bien faire son travail, il faut pouvoir agréger les comptes? Les banques maintenant ont l'obligation d'ouvrir leurs API pour leur donner un accès à des tiers qui sont régulés. Alors ça oui, effectivement, mais est-ce que l'épargnant a obligation de vous donner tous ses comptes? Non, l'épargnant a cette option pour avoir un conseil pertinent. Et donc, c'est un peu ce trade-off qu'on va aller chercher. On va proposer l'expérience à l'utilisateur et c'est cet utilisateur qui va agréger ses comptes. Donc, par exemple, vous allez avoir un compte chez Boursorama, chez Fortuneo, dans une banque privée. Vous allez agréger l'ensemble de vos comptes, avoir une vision consolidée et avoir un profil de risque qui va être très précis puisqu'il va être basé sur l'ensemble des comportements financiers et extra-financiers du client. Marc Tempelman, c'est quelque chose qui est bien compris, ça, cette idée de vous avez besoin de me connaître le mieux possible pour ensuite me proposer des services d'épargne? Alors je crois que oui, en tout cas ça s'améliore, notamment parce que grâce à des acteurs comme WeSave, mais aussi comme nous, on essaie quand même de déjargoniser un tout petit peu ce milieu qui peut paraître pour de nombreuses personnes comme étant très opaque. Donc souvent ça passe par juste utiliser des mots plus simples pour établir ce fameux profil de risque. L'agrégation, par ailleurs, au-delà de permettre de correspondre et de répondre aux réglementations, c'est tout justement utile pour le client aussi de voir quotidiennement la composition de son portefeuille, la performance. Alors, je ne suis pas un grand fan de la gamification à outrance, mais en revanche, créer un rapport un peu plus régulier avec son épargne permet aussi de mieux l'appréhender, peut-être de s'amuser un peu plus en épargnant, une activité qui, pendant très longtemps, a été perçue comme chronophage et administrativement plutôt lourde. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas des freins quand même, des peurs ou des risques sur l'agrégation, justement? Alors, des risques, je ne sais pas, mais en tout cas des peurs de se dire, j'ai, entre guillemets, une grosse partie de mon patrimoine dans une banque et j'ai envie d'en mettre une petite partie en ligne, mais il faut que je donne quand même des comptes sur le reste et que je donne toute cette information-là.
Je vais revenir sur ce que disait Zach. D'abord, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Il se trouve que la plupart des clients le font. Donc, c'est en train de rentrer dans les mœurs. On comprend que pour avoir une vue complète de mes avoirs, il faut bien que je donne les accès qu'il faut. Enfin, la réglementation évolue pour faciliter tout cela. Il est évident que l'acteur à qui vous faites confiance, j'espère Cashby, évidemment, ce sont des acteurs qui sont régulés et donc supervisés par la Banque de France directement. Et on tombe bien sur les mêmes réglementations qui sont appliquées aux banques. Donc, on a beau être un acteur un peu plus petit aujourd'hui, ouais. on reste quand même, on espère, digne de confiance, puisqu'on tombe sur la même réglementation. Alors, on parle d'agrégation et vous avez parlé tout à l'heure tous les deux de conseil. Conseil qui n'est pas forcément quelque chose d'évident quand on parle d'une application ou quand on parle d'un service en ligne. On se dit, au contraire, j'ai toutes les informations moi-même pour pouvoir gérer moi-même mon épargne. On parle du coup de tableau de bord, on parle d'investissement en quelques clics directement via son téléphone. Quelle place pour le conseil du coup aujourd'hui dans cette épargne en ligne, Zacharia Laguel? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a deux typologies de clients. Il y a les clients très autonomes, assez experts, ils représentent moins d'un tiers de la clientèle patrimoniale en France. D'accord, donc eux, ils se débrouillent tout seuls. Eux, ils se débrouillent pratiquement tout seuls. Ils ont toujours besoin d'avoir un conseiller qui est un peu plus expert sur certaines thématiques, qui va avoir une explicabilité plus prononcée sur, par exemple, des mesures de risque, de l'explication sur les frais qui sont perçus par les banques, puisqu'il y a aussi une très grande opacité sur les frais de gestion, par exemple, des fonds. Et donc, avoir un accompagnement est important. Et pour la plupart d'entre eux, ils vont avoir un conseil disponible en ligne, en chat, en visio, parfois même en présentiel. Donc, il y a un conseil. Il y a un conseil qui est présent, mais dématérialisé. Exactement. D'accord. Et donc, on peut échanger avec son conseiller. Et donc, ça, vous avez dit quoi? C'est un tiers qui, entre guillemets, a besoin d'un conseil très sporadiquement et 2 tiers qui ont besoin d'un conseil plus régulier, c'est ça? En fait, plus vous montez en complexité, par exemple, si on rentre dans des thématiques fiscales, juridiques, patrimoniales, par exemple la transmission, plus vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui n'est pas seulement un conseiller financier, mais aussi un fiscaliste ou un expert en gestion de patrimoine. Et donc, pour la plupart des clients particuliers, une interface digitale est suffisante pour faire de l'épargne sur livret, pour faire de l'épargne en ligne, en gestion sous mandat par exemple. Marc Tempelman, même constat chez vous, effectivement, même si on peut faire en quelques clics, investir en quelques clics, il y a besoin d'un conseil quand même toujours, il y a besoin qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse répondre? Alors, moi je distinguerais conseil et il y a quelqu'un derrière qui puisse répondre. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'accord, un conseil, c'est pas forcément une discussion. Ça peut passer par ce petit outil-là, et il y a des choses très simples à mettre en place, de type, mettez-moi des alertes quand vous estimez que j'ai trop d'argent sur mon compte courant et qu'il est grand temps de mettre une partie de côté. Et si vous voulez bien m'indiquer le montant que vous me suggérez de mettre de côté, tant mieux. Ensuite, comme le disait Zach, plus ça devient complexe, plus effectivement l'humain devient incontournable. Donc en fait, si je comprends bien, l'automatisation est la première étape du conseil. C'est-à-dire qu'on définit ses critères soi-même, et ensuite le téléphone nous rappelle ou non, ou le téléphone ou le site d'ailleurs nous rappelle ou non, si on veut continuer sur cette même démarche d'épargne. Exactement. Et puis encore une fois, on peut commencer par des choses très simples. C'est automatiser ou mensualiser une mise de côté d'une certaine somme est un moyen très très puissant pour dans 10, 15, 20 ans avoir une somme d'épargne bien plus grande qu'on l'aurait espéré. Donc, encore une fois, ça commence par des règles heuristiques assez simples, que vous prenez ou non, c'est toujours à la main du client. Et ensuite, ça peut se complexifier selon votre profil. Mais le conseil s'applique aussi à quelqu'un qui gagne 1000, 2000, 3000 euros par mois. Encore une fois, il y a effectivement des clients patrimoniaux qui ont besoin de conseils très sophistiqués en termes de transmission et fiscaux. Et là, je pense que l'humain est incontournable. Pour ce qui est de, je peux mettre plus de côté, mais expliquez-moi comment faire et quand faire. Bien sûr. Ouais. Ça peut s'automatiser et on le fait avec grand plaisir. Juste pour bien comprendre, on ne peut pas forcément parler de tickets moyens, mais les montants investis généralement en ligne, on est de l'ordre de 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Alors, il y a 3 chiffres qui sont assez drôles, je pense que je peux partager avec vous. En 2019, le client moyen chez nous, il avait 6 500 euros. D'accord. Fin 2020... 6 500 euros investis en tout, donc en tout, son compte, l'assurance vie, la totalité de son épargne dans l'écosystème Cashby. Ensuite, fin 2020, il avait 12 500 euros. Et aujourd'hui, il se rapproche des 20 000 euros. D'accord. Alors, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui, effectivement, appliquent les conseils et arrivent à mettre de plus en plus de côté. Mais ça veut dire qu'ils sont prêts à mettre plus aussi en ligne. Exactement.
Et ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'est-à-dire quoi, on a moins peur, on a plus confiance du coup aussi Moi, dans les solutions digitales. Je pense qu'avec la multiplication d'acteurs, et on est quelques-uns maintenant à pousser cette idée que l'épargne peut tout à fait se traiter en ligne, qu'on peut agréger ses comptes et qu'en fait c'est très utile, voire ludique d'épargner de cette façon, je pense que le message commence à passer. Alors il y a encore énormément de chemin à faire, notamment en termes de pédagogie sur la sécurité, la confiance et ensuite comment distribuer et constituer mon portefeuille, mais le message commence à passer et c'est pour ça que je pense qu'il s'agit d'un milieu où plusieurs acteurs peuvent tout à fait côte à côte réussir. Et Zakaria Laguel, même question, enfin, vous constatez les mêmes ordres de grandeur aujourd'hui sur les investissements? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a effectivement 2 typologies de clients. Ceux qui vont déléguer la gestion de leur contrat, et ceux-là, on va commencer dès 300 € d'investissement. Et on va arriver avec des moyennes de quelques dizaines de milliers d'euros par compte. Et en gestion conseillée, lorsque utiliser la plateforme ne nécessite pas que vous envoyez de l'argent sur la plateforme, que vous soyez conseillé directement dans votre banque. D'accord. Là, ça peut être de la gestion conseillée sur plusieurs millions d'euros, avec des agrégations où vous avez des clients qui vont agréger leur compte, par exemple, dans une banque privée parisienne. D'accord. Et WeSave va donner le conseil, mais Exactement. pour en fait, des transferts de fonds qui seront ensuite gérés par la banque. D'accord. Sans que vous ayez besoin de transférer votre argent de l'acteur vers WeSave. D'accord. Ok, je Donc, comprends. avoir la position, avoir la capacité d'analyse et avoir un système de recommandation pertinent qui permet d'aligner votre profil de risque dans la banque, c'est désormais possible avec l'agrégation. Alors, un mot, Zakaria Laguel, de votre activité B2B. Donc, on a bien compris l'activité B2C. On investit directement en ligne via son téléphone ou via son ordinateur. On a l'impression que c'est la dernière brique d'une gestion d'épargne et d'une gestion de patrimoine qui existe depuis longtemps, avec des conseillers établis, avec des banques établies. Et vous avez pourtant une activité pour les professionnels. Quel est l'apport d'une solution en ligne directement pour les professionnels? Alors, le digital n'est ni plus ni moins qu'un outil d'excellence professionnelle. Donc, ça permet à une banque d'aller plus vite, de passer plus de temps avec le client final, de mieux le connaître. Parce que pour les grandes banques françaises, vous avez 1 euro sur 2 qui est à la concurrence. D'accord. Et donc, être capable d'agréger les comptes, d'avoir une vision consolidée, pertinente du profil de risque du client, du profil investisseur, de connaître de façon très précise comment le client se comporte à l'extérieur, on est capable de l'accompagner sur son environnement personnel, sur son cash flow, donc la façon dont il gère son budget, sur la façon dont est distribué son patrimoine et sur des mesures patrimoniales, son niveau de revenu à la retraite, sa transmission. Et donc, c'est des outils qui vont aider le conseiller à être plus pertinent, plus rapide, plus réactif. Donc c'est en fait une connaissance client qu'on n'a pas forcément en fait, quand on est professionnel et qu'on aura avec le digital. Exactement. D'accord. Meilleure connaissance client avec des heuristiques qui sont structurées. Imaginez que vous soyez le patron d'une grande banque française, vous voulez avoir un conseil premium pour l'ensemble de vos clients, vous allez créer tout un parcours patrimonial qui va encadrer le travail de l'ensemble de vos collaborateurs pour la clientèle. Mais alors, on en revient quand même à cette question de protection des données à un moment. Si moi, je partage mes données avec Cashbee, par exemple, et que du coup, derrière, ça peut servir à une banque pour savoir que j'ai des comptes ailleurs, ça, c'est pas un souci pour les C'est un enjeu de concurrence, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les banquiers cherchent à principaliser la relation. Donc, pour le client final, il va s'adresser au conseiller qui est le plus professionnel vis-à-vis de lui. Donc, le client final s'adresser à Cashbee, il peut s'adresser à WeSave, il peut aussi s'adresser à son banquier qui l'accompagne depuis 20 ans et utiliser des solutions qui lui sont mises à disposition. Et donc, du coup, on voit un petit peu la coïncidence, les deux solutions en fait, travailler ensemble finalement entre solutions digitales et conseillers bancaires. Et donc les professionnels en fait, alors il y a un groupe derrière WeSave, c'est le groupe Amundi. Cashbee, il y a un groupe également derrière ou... Il y a les cofondateurs. Il y a les cofondateurs. Okay. Comment le milieu traditionnel voit l'émergence de nouveaux acteurs, du coup que ce soit WeSave ou Cashbee? Peut-être Cashbee pour commencer. Alors, je me ferai l'écho de ce qu'on vient d'entendre. Il y a 2 regards, et je pense que celui qui est le plus constructif, c'est de dire voilà des acteurs qui peuvent nous aider, avec qui on peut collaborer. De la même façon que des accords ont été conclus par WeSave, nous on distribue notre solution, par exemple via la plateforme Lydia. Donc aujourd'hui, celui qui est lydien peut ouvrir un compte rémunéré via nos partenaires. On apporte d'ailleurs l'épargne qui nous est apportée par nos clients à des acteurs traditionnels. Donc le compte rémunéré qui verse 2% pendant quelques mois suivi de 0,6, il est chez My Money Bank. Les contrats assurance vie qu'on ouvre pour vous parfaitement de façon digitale et mobile,
Ils sont chez Generali. Donc, en fait, c'est des collaborations. C'est ça, en fait, on ne peut pas travailler l'un sans l'autre, si je comprends bien. Absolument, absolument. Et c'était le même constat, Zakaria Laguel, en quelques secondes, du coup, de ce rapprochement avec Amundi? Ah oui, c'est un enjeu extrêmement important pour les acteurs traditionnels de se positionner sur une nouvelle thématique d'épargne digitale, de parcours client. Aujourd'hui, tous les acteurs ont besoin de se renouveler en matière d'usage. Et donc, faire un partenariat avec une fintech, c'est très important pour pouvoir renouveler les services qui sont apportés aux distributeurs, par exemple. Merci beaucoup, messieurs, de vous être prêtés à l'exercice dans une quinzaine de minutes d'essayer de détailler cette épargne en ligne. Marc Tempelman, fondateur de Cashbee, et Zakaria Laguel, président et fondateur de WeSave. Merci à vous également. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous donnons chaque jour la parole aux experts de la gestion de votre patrimoine. Et nous avons pour cela été rejoints par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et aujourd'hui, au sommaire du Club Macro, Bruno Zaraya, directeur commercial chez Ginger AM. Dissocier la peur du risque des risques, on en parle dans un instant. Et puis dans le Club Action, nous nous pencherons sur le marché chinois. Est-il temps de revenir? Une question que nous nous sommes déjà posée sur ce plateau et sur laquelle Michel Audeband, le fondateur et directeur général de Gameway Asset, nous livrera son point de vue. Et dans le Club Expert, en toute fin d'émission, nous retrouverons Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine. Le débrief des conférences, ce sera en toute fin d'émission. On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro. Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité vient nous rejoindre, c'est Bruno Zaraya. Bonjour Bruno. Bonjour Laura, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes directeur commercial chez Ginger AM, bien connu notamment parce que vous n'avez qu'un seul fonds, Ginger Actif 360, dont on va parler bien entendu. Mais on va surtout parler tout de suite de dissocier la peur des risques. Qu'est-ce que ça veut dire dissocier la peur des risques? J'imagine qu'il faut comprendre quelle est la peur de l'investisseur, l'analyser et puis pour peut-être bien le conseiller aussi derrière. Bah, tout à fait. Ça veut dire déjà que pour Ginger, quand on a créé cette entreprise il y a 10 ans bientôt maintenant, Ouais. c'était pas pour Vous les créer- fêtez bientôt là. On les fête dans quelques jours, donc je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui encore plus. On les fait en avant. On les fait, c'est Pas de ça. bougie encore. Mais néanmoins, on avait considéré que le marché financier est profondément changé. Et quand on a créé Ginger pas pour créer une entité de gestion et pour apporter des éléments différents à nos clients. Nous, on considère que le marché financier a profondément changé pour plusieurs raisons. Et qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y avait un certain nombre de peurs dans le marché Oui. qui allaient être identifiées comme des risques par les clients. À chaque fois, ces peurs, et parce que notamment, c'est vrai qu'il y a une façon de traiter l'information qui est de plus en plus anxiogène, Bien sûr. et donc chaque peur peut souvent être transformée en risque. Et nous, on dit à nos clients aujourd'hui qu'il est important de dissocier deux types de risques, un risque systémique d'un risque épidermique, parce que ce n'est pas la même chose dans les marchés. On aura beaucoup de peurs qui seront juste épidermiques, et c'est incroyable, parce qu'avec du recul, le Brexit par exemple, Trump, la guerre commerciale, même la pandémie, on se rend compte que on n'était pas face à un risque systémique réel comme on a pu le connaître en 2011. Et pour expliquer clairement à nos auditeurs et auditrices, c'est que typiquement, un risque systémique en 2011, c'est moins 40 et il faut plus de 3 ans pour retrouver les plus hauts. En 2020, après la pandémie, quelques mois plus tard, on avait retrouvé les plus hauts. Et donc, en fait, Ginger, la base de notre ADN, c'est prendre en considération ces profonds changements de marché qui impactent tous les jours l'analyse et le fondamental et qui permettent, selon nous, d'avoir un nouveau cap et de pouvoir donner à nos clients beaucoup d'éléments d'information pour comprendre et pour appréhender au mieux les marchés. Et les risques épidermiques, du coup, c'est quoi? C'est du bruit, finalement? C'est des choses qu'il ne faut pas forcément tant prendre en compte que ça? Exactement. D'accord. En fait, nous, aujourd'hui, notre unique fonds est un fonds flexible. Donc, on peut être investi de 0 à 100% en actions. Typiquement, nous, on est là pour acheter ce qu'il y a de moins cher à chaque instant. Et on considère aujourd'hui que faire du tactique, nos clients aimeraient qu'on fasse du tactique, qu'on vende au plus haut, qu'on rachète au plus bas, etc. Et nous aussi, on aimerait. Mais pour nous, il n'y a pas de modèle rationnel, cohérent et intelligible pour faire ce genre de choses. Mais alors, si je comprends bien, ça veut dire que si beaucoup, voire une majorité d'investisseurs a peur du Brexit, mais que vous dites que ça n'est pas un risque systémique, c'est pas grave en fait. C'est un peu l'adage de vous avez tort quand tout le monde a raison, vous avez raison quand tout le monde a tort. En fait, c'est pas grave de ne pas être dans la majorité des craintes du moment. On ne souhaite pas être dans cette majorité-là parce qu'elle est passagère. Nous, ce que l'on dit, c'est que face à un risque épidermique, donc une peur, bien sûr que le marché va bouger. Et vous avez raison, c'était le Brexit. Le Brexit, le vendredi, c'est -8 sur le marché, -4 le lundi. Donc quand vous vous êtes investi, comme c'était notre cas, vous pouvez vous dire c'est compliqué à tenir. Il faut du courage et
il faut des éléments rationnels pour tenir ses positions. Mais ce qu'on dit à nos clients, c'est que bien sûr que le marché va bouger, il va baisser un jour, 2 jours, 3 jours, mais nous, ce dont on est convaincus, c'est qu'il sera plus haut dans quelques semaines. Et donc, on ne sait pas faire ce tactique, parce que vous savez, souvent, les raisons qui vous font acheter le marché sont les mêmes qui vous font vendre le marché, et inversement. Par exemple, on a des clients qui, quelques jours avant l'élection de M. Trump, avaient dit « on va alléger un peu, Trump pourrait être élu », et quelques jours après l'élection, on dit au même client « c'est bon, il a été élu, on peut renforcer ». Et ça, c'est très très difficile de le faire face à un client, et c'est très très difficile de faire de la performance en faisant ces achat-vente, parce que bien sûr, bien souvent, on prend des portes de saloon, et aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire à des clients qui investissent, parce que c'est important, quand les taux sont à zéro, la question n'est plus de se dire est-ce qu'on doit prendre du risque ou pas. La question est de se dire quel type de risque on doit prendre, parce que le risque est partout. Et nous, on préfère prendre un risque appréhendé, identifié. Et chez Ginger, il y a 2 jambes. Une jambe fondamentale, donc donner un prix à un actif aujourd'hui pour demain, donner le prix d'une entreprise aujourd'hui pour demain. Demain, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis une jambe technique qui est celle de l'analyse des risques, où là, notre innovation nous permet de comprendre, je dirais, la façon dont les risques sont construits dans le marché. Si je devais donner un exemple à vos auditrices et vos auditeurs, je dirais, par exemple, prenez la volatilité. La volatilité, c'est une quantité de risque. Je dis elle est 12, c'est une quantité de 12. Et bien nous, plutôt que de la quantifier, on préfère la qualifier. Parce qu'en fonction de comment elle est construite, elle pourrait être un risque réel pour nos clients dans le marché. Alors justement, c'est vrai que vous avez dû faire face à la peur de vos clients, notamment en plein début de pandémie, puisque vous avez vraiment fait partie des mauvais élèves à ce moment-là, puisque vous aviez beaucoup de cycliques et de financières. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on dit à ces clients et quel est le message, justement, pour dissiper cette fameuse peur? Alors écoutez, c'est très simple, et vous avez raison d'aborder ce sujet-là. Nous, moi, je veux dire qu'on a un seul fonds, vous l'avez souligné. Tout à fait. Donc déjà, au-delà de notre innovation, ça veut dire une chose, c'est que nos intérêts sont complètement alignés avec ceux de nos clients. Oui. Quand on prend une position, ça engage toute entreprise. Et au moins, tout le monde comprend cette sincérité et cette authenticité-là. Après, en mars 2020, on entame le début de la pandémie qu'on n'a pas du tout vu venir. Enfin, vous faites faire. Oui, parce que vous avez des balises qui repèrent. On a des balises des risques systémiques, mais à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on prend position le 18 mars, on dit à nos clients, écoutez, la peur, elle est partout. Elle est diffusée partout et contrairement à une crise financière type subprime ou autre, n'importe quelle personne peut comprendre la pandémie. On arrête l'économie, on ferme tout le monde peut s'approprier la crise. Donc la peur était extrême et les discours globaux étaient aussi dans cette peur-là. Quand on parle de crise de 29, quand on dit que tout s'arrête, quand on dit que c'est probablement l'une des pires crises qu'on ait connues, vous êtes financier, vous vous dites je pars. Mais malgré cela, nous dans nos outils, on ne voyait pas de risque systémique monter comme en 2008 ou comme en 2011. Donc on dit à nos clients, le 18 mars, on prend la parole et chaque personne peut écouter sur notre site, tous les éléments sont archivés. On dit écoutez, pour nous, il n'y a pas le risque systémique qui se construit comme en 2011. D'accord. Donc, les économies mondiales ferment, mais votre outil vous dit qu'il n'y a pas de risque systémique. Donc, pour vous, il n'y a pas de risque systémique. Donc, pour nous, il n'y a pas de risque systémique. La question qu'on pouvait se poser, c'est, avant cette crise-là, on avait beaucoup de valeurs cycliques et financières, et il est évident que quand les économies ferment, ce n'est pas les valeurs qu'il faut avoir en priorité. Bien sûr. Nous, on avait ces valeurs-là parce qu'on considère que le cycle économique perdurait, et d'ailleurs, les résultats des entreprises de mars 2020 montraient bien que ce cycle perdurait. Des Arcelor ou autres sortaient de très beaux résultats. Bon. Juste après la pandémie, enfin après la clôture, la fermeture des marchés au niveau mondial, nous, on fait un bilan, on se dit, voilà, le risque ne monte pas. Donc nous, pour nous, c'est un outil qui est important dans la partie analyse de risque du marché. S'il ne monte pas, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, 1, qu'il y a des solutions, et 2, et on écrit ça à ce moment-là, qu'il y aura des plans de soutien et des plans de relance colossaux aidés par des politiques de taux bas. Donc ça veut dire que ces solutions devraient permettre à l'économie de certes avoir une sorte de récession flash, mais de perdurer avec une croissance très forte par la suite. Et donc on a dit à nos clients, avoir des cycliques et des financières à la veille de la pandémie, ce n'est pas une bonne idée. En revanche, après une récession flash, qu'est-ce que c'est? C'est le début d'un cycle important, donc il faut garder pour des raisons différentes ces valeurs cycliques et ces valeurs financières. Et là où tout le monde pensait que c'était plus la santé ou la distribution qui allait en profiter, c'est vrai que le début du rebond, et là c'est incroyable, le début du rebond en Europe, on peut le dater du 18 ou 19 mars. Ça veut dire 2 jours après le premier jour du confinement. Donc c'est très difficile fondamentalement d'acheter ça. Un vrai point d'entrée. Il y avait un point d'entrée exceptionnel qu'il était extrêmement difficile pour beaucoup d'acteurs de prendre. Certains clients sont rentrés, nous on a réussi à faire venir certains clients. Et c'est vrai que depuis 10 ans, quand vous avez appréhendé le Brexit différemment, Trump, même la Chine, en début 2016, vous avez beaucoup d'économistes qui disent la Chine s'écroule. Là aussi, on dit non, pas du tout. Être capable de garder le cap. Souvent, les clients voudraient qu'on bouge toujours. Et parfois, pas prendre une décision, c'est difficile aussi. Au final, est-ce qu'il existe encore des risques systémiques quand on voit que les banques centrales sont systématiquement au secours des marchés? Alors bien sûr, oui, tout à fait. Les risques systémiques, parce que si vous voulez d'abord, il y a beaucoup de produits plus ou moins complexes qui sont vendus dans des proportions incroyables et où si le risque se met à monter, la réassurance impactera fortement les marchés. Et
c'est toujours le même sujet, c'est que face à la volatilité, nos clients ont tous fait la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, pour fuir, vous savez, c'est comme dans toute activité. Quand on fait quelque chose avec la peur, souvent ça se réalise. Aujourd'hui, tous nos clients font des allocations d'actifs ou des investissements en ayant peur. Peur de se tromper d'investissement, peur de perdre ou autre. Bon, c'est rarement une bonne conseillère, la peur. Et bien c'est pareil, pour fuir cette volatilité qui leur paraissait être le risque. Nous, on dit non. Regardez la volatilité, elle monte, elle baisse, elle monte, elle baisse. Et souvent pour des peurs. Un jour, il y aura un risque, elle montera fortement. Mais si elle monte 50 fois pour juste des peurs, ça n'est plus un indicateur suffisant. Or, ce que l'on dit, c'est qu'aujourd'hui, tous nos clients ont fui la volatilité en achetant de l'illiquidité. Sur l'obligation, sur le private equity, sur des SCPI, sur des produits structurés. Et donc, les masses d'actifs illiquides sont aujourd'hui très, très importantes. Et quand il y a beaucoup de liquidités, vous le soulignez très bien, bah, ça veut dire que le jour où on ferme un petit peu le robinet, l'impact est encore plus fort quand il y en avait moins. Donc, bien sûr que des risques systémiques, il y en aura encore. Malheureusement, je dirais, j'espère le plus tard possible. Nous, on espère le plus tard possible, même si nos clients aimeraient nous voir être capables, demain, de partir face à un risque systémique. Mais nous, on espère plus tard possible. Comme c'est bientôt fini, Bruno, j'aimerais bien savoir ce que vous avez aujourd'hui en portefeuille. Quelles sont les premières lignes et si vous avez réalisé des arbitrages? Alors, c'est une excellente question. On a aujourd'hui 27 titres en portefeuille qui sont à peu près les mêmes qu'il y a 3 ou 4 ou 5 ans. C'est-à-dire que nous, on a vraiment une capacité de tension qui est très très longue. On a peu de rotation au portefeuille. La différence qu'il y a, c'est que si vous regardez le portefeuille d'ingénieur, sur les 6 premières lignes, il y a 5 financières. Oui. Or, ces 5 financières, elles sont très loin de leur plus haut par rapport à 3-4 ans. En revanche, le fonds est au plus haut. Donc ça veut dire que on a les mêmes titres, mais qu'il y a un vrai travail qui a été fait. Et le travail a été d'accompagner la partie cyclique. On a été très agressif l'année dernière sur la partie cyclique, via des Arcelor, via des Saint-Gobain, des Schneider ou des Infineon. Et puis, depuis maintenant quelques mois, fin d'année dernière, et on a renforcé en début d'année, on a commencé à très fortement renforcer la partie financière, qui pour nous est très en retard. D'autant que nous, on anticipe plutôt une inflation qui va rester assez élevée sur les prochains mois. Donc ça devrait normalement aider les taux qui sont pour l'instant très administrés, mais qui ne sont pas à leur niveau. Et donc aujourd'hui, on est très financière et cyclique. Et les arbitrages n'ont pas été faits en termes de vente de valeur, mais plus dans les pondérations dans le portefeuille par rapport au potentiel que nous identifions. Oui, et d'ailleurs, quand on regarde vos performances, c'est vrai, depuis le début de l'année, elles sont à plus de 19, il me semble. Oui, tout à fait. Donc oui, comme quoi, force est de constater que c'est plutôt bien. On fait de notre mieux et on se bat tous les jours pour nos clients. Merci beaucoup, Bruno, vous, d'avoir été Merci avec beaucoup. nous. Dans un instant, le Club Action, et on va parler de Chine avec un des meilleurs spécialistes des marchés émergents. Faut-il revenir en Chine? Une question régulièrement posée sur ce plateau et l'optimisme semble d'ailleurs parfois revenir alors que les déclarations récentes de Xi Jinping avaient pu jeter un léger froid sur les investissements dans le pays. Déclaration quand ce n'était pas les actes du gouvernement chinois. Nous en parlons donc avec Michel Audeband, fondateur et directeur général de Gameway Asset. Bonjour Michel Audeband. Bonjour. Alors, le contexte chinois n'a pas l'air si rose que ça pour les investisseurs. Il y a cette croissance qui ralentit après avoir fait rêver tous les investisseurs fin 2020 et début 2021. Il y a les déclarations récentes de Xi Jinping à l'égard des riches. Il y a les régulations parfois rapides, parfois même assez brusques de fintech ou plus récemment de sociétés tech. On a l'impression, en tant qu'investisseur européen, que comme on n'a pas forcément la main sur tout ce qui pourrait se passer, mieux vaut ne pas y aller. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Alors je ne le partage pas, mais je le comprends très bien. D'accord. Et c'est vrai que les marchés chinois ne nous ont pas ménagé ces derniers temps. On a eu une période qui est un peu compliquée. De notre côté, on avait, on ne va pas dire anticipé, mais on a senti venir des petites choses. Et à partir de novembre dernier, on s'est sous-pondéré Chine. D'accord. Pourquoi? Donc vous-même, vous avez partagé ces craintes-là? On a partagé en partie ces craintes-là. D'accord. Alors, pas toutes, puisque là, quand on va à l'extrême des craintes, il y en a qui vous disent il ne faut pas acheter d'actions chinoises, tout va être nationalisé, etc. Donc ça, on ne partage pas du tout. Mais le fait que la Chine rentrait dans une période difficile, oui, à partir de novembre, on a fait cet état des lieux. Pourquoi? Ça a été l'arrêt de l'IPO de Ant Group, le révélateur. On a assez régulièrement dans le marché, en tout cas, ce n'est pas la première fois que l'État chinois resserre un petit peu. Ça avait été le cas il y a 2-3 ans par rapport à Tencent. Ça avait duré une petite année. Classiquement, ce sont des périodes où la Chine a la main, où ça se passe plutôt bien. On a même cherché Jacques Ma pendant un bout de temps, effectivement. On l'a retrouvé, mais il est plus discret. Oui, et donc, c'est dans ces périodes où elle a la main qu'elle pousse un peu son avantage. Et on a dans ces périodes-là des resserrements à différents niveaux qui s'installent dans la durée. Et c'est pas un coup, c'est voilà, on en profite pour passer un certain nombre de choses tant que tout va bien globalement. Pourquoi tout va bien? Ça paraît un peu bizarre. La Chine était clairement en avance de cycle par rapport à nous post-Covid. Et donc le deuxième trimestre, ils étaient à 18 de croissance.
Maintenant, ils sont plus en train de se normaliser. Et ils étaient très à l'avance par rapport à ce qu'ils pensaient. Donc, ils ont un excédent de croissance, si je peux dire comme ça, qui leur permet d'être un peu plus actifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette période de resserrement? En fait, elle a eu 3 phases, où il y a eu 3 axes, puisque certains se superposent. Le premier axe, ça a été la reprise en main, en effet, vous citiez Jack Ma, dans le groupe, et des grands, c'est-à-dire Bien sûr. Alibaba, Tencent, Meituan, etc. Où, si je simplifie, l'idée de Pékin, c'est de montrer who is the boss. Oui, c'est ça. Bien Dès que sûr. ça commence à nous échapper, on rappelle qui est le patron. Voilà, typiquement, Jack Ma s'était permis d'être un petit peu péremptoire vis-à-vis de Pékin. À titre personnel, il aurait gagné 15 milliards de dollars sur l'introduction. 2 jours avant, Pékin a dit non, on ne mord pas la main qui mange, il te donne à manger. Donc voilà, tes 15 milliards, tu peux faire une croix dessus. Ça s'est poursuivi. On a vu qu'il y a un certain nombre de choses. Il y a des rumeurs actuellement possibles, éventuelles, de démantèlement de l'IP. Et la pépite, justement, de Ant Group, qui est la partie paiement online. Bon, on verra. Mais en tout cas, on voit que ça s'est poursuivi. Pardon. Et aujourd'hui, c'est clair. Donc, la Chine a repris la main et très clairement, les grands groupes comprennent que, je n'en veux qu'un exemple. Récemment, il y a eu conscience que dans le domaine de prospérité commune, on en reparlera, il fallait faire quelque chose. Bien, les grands groupes ont généreusement fait des donations, tout à fait en phase avec ce que voulait Pékin. Donc voilà, le premier message est passé. Le deuxième message, ça a été tout ce qui est autour de la data. Et là, on a eu par exemple la période Didi, c'est pas que vous avez suivi le leader chinois, qui a été introduit en bourse de New York, et puis 2 jours après a reçu un gros coup de scud de Pékin. Là, c'est beaucoup plus compréhensible. On va dire que c'est une erreur de Didi, ou vraisemblablement de SoftBank, qui est l'actionnaire de référence de Didi. Pékin, pour différentes raisons, on ne va pas rentrer en détail, mais estimé que les données de Didi, qui est donc un Uber, étaient stratégiques. Et que ces données, il ne fallait pas les communiquer à l'extérieur, et en particulier pas aux États-Unis. Dans le processus d'IPO aux États-Unis, vous savez qu'il y a accès à un certain nombre de données, et donc dès le début, Pékin a dit à Didi, attention, ça nous pose un problème. On n'est pas à l'aise avec ça. Donc en fait, si jamais on l'a vécu nous, si jamais on l'a vu, c'est que en fait, il y a eu une erreur à un moment et que ça a été introduit alors que ça n'aurait pas dû être introduit. C'est-à-dire qu'à un moment, alors que Pékin disait cela, qu'il n'y avait pas de loi qui interdisait ça. Vous savez, quand vous êtes chinois et que Pékin vous dit qu'il ne faut pas faire, vous ne faites pas de mariole. Hein, vous faites pas. Bon, et là, a priori, SoftBank aurait poussé, un peu pris à la gorge, aurait poussé pour que Didi soit introduite, contre l'avis de Pékin, enfin du moins sans avoir fait le due deal avec Pékin, et derrière Pékin a tapé. Et donc, oui, mais c'est une vraie question, c'est force de constater qu'une entreprise chinoise, mais soutenue du coup par une banque internationale et qui fait son IPO aux États-Unis sur un marché international, en fait, peut de la même façon se voir couper, se faire couper du jour au lendemain par le gouvernement chinois pour le coup. Bien sûr, mais enfin le sujet, c'est pas tellement le fait que ce soit des Japonais au capital, pas tellement le fait qu'elle était à New York. Si ce n'est l'aspect data, c'est vraiment un aspect data. D'accord. C'est sur la partie data où il y avait un vrai sujet. En groupe, il y a sûrement eu un aspect data aussi, puisque on n'y était pas, mais a priori, en réunion 2 jours avant l'arrêt de l'introduction entre Ant Group et Pékin aurait demandé à Jack Ma accès aux données, parce que vous savez, pour Pékin, quand même, quelque part, on n'est pas dans une grande démocratie, dans un système comme ça, avoir des entités privées non coopératives qui détiennent plus d'informations que vous, c'est juste insupportable. Bien sûr. Donc Pékin a demandé à avoir accès à ces informations. Ils n'ont pas eu. Jack Ma leur aurait joué un petit peu à la Jeff Bezos. Ce ne sont pas mes données, ce sont les données de mes clients, je n'y ai pas accès. Oui, les débats qu'on a vus entre Apple et le FBI aux États-Unis, effectivement. Oui. Donc ça, c'était la deuxième vague, tout ce qui est data. La troisième vague, c'est... Et là, alors ne doutons pas, la deuxième vague data, elle est là pour durer 15 ans. C'est la nouvelle version de la guerre économique, enfin une branche importante de la guerre économique sino-américaine. On va en avoir pendant un certain temps. La troisième patte, c'est une patte prospérité commune. Vous avez vu ce thème sortir récemment. On va l'avoir très vraisemblablement jusqu'à l'élection de 2022, où je vous rappelle, Xi Jinping va être renouvelé pour 3 ans. Mais son troisième mandat. C'est quoi cette prospérité commune ? C'est en fait, c'est accentuer son marché intérieur, c'est ça ? C'est se retourner un peu vers son marché intérieur parce que la demande extérieure est moins présente, même si elle a porté justement ce rebond de la Chine sur les derniers mois ? Je crois qu'il y a 2 choses. Il y a une première partie qu'on peut peut-être plus qualifier d'idéologie, mais qui est une partie qui peut tout à fait se comprendre. C'est le sentiment, se réveiller un petit peu effaré le matin en se disant mais finalement on est plus égalitaire que les États-Unis. Il y a plus de milliardaires en Chine qu'aux États-Unis. Et en termes d'inégalité de revenus, nous, Chinois, sommes en train de reproduire le schéma américain que l'on maudissait. Donc il y a un vrai problème. Et puis, en effet, derrière, il y a le fait que si on répartit mieux la richesse, eh bien, on le sait bien, si on donne du revenu à des revenus faibles, il y a une propension à consommer qui est plus forte, ça relancera la consommation. Donc c'est ça ensemble de choses. Et pour ne pas dire la raison principale,
c'est aussi que, donc on l'a dit, Xi Jinping va se présenter l'an prochain pour un 3e mandat. C'est jamais arrivé depuis Deng Xiaoping, c'est historique. Et il y a dans le parti des voix qui commencent à monter en puissance, justement, contre ça, sur plus de redistribution. On est dans un monde trop inégalitaire. C'est bien de... Donc, on peut dire quoi? Que c'est la fin de Deng Xiaoping, enrichissez-vous. Cette phase est arrivée. Là, maintenant, on a une phase qui est plus de répartition. Et par contre, est-ce que c'est un dossier que vous surveillez de très près aussi? On le suit. On n'est pas du tout investi dans ce type de... On n'est pas dans l'immobilier, on n'a jamais été, on ne sera pas dans Evergrande. L'intérêt, c'est sur la partie dette. C'est ça. On est en train de préparer la création de quelque chose dans la dette émergente. Donc, c'est surtout sur cet angle-là qu'on regarde le dossier Evergrande. Il est clair que la Chine a envie de nous redonner sa dette obligataire, qui est importante, même si elle se stabilise par rapport au PIB depuis 2-3 ans. Et c'est le deuxième marché dette au monde derrière les États-Unis, qui est très peu détenu par les étrangers. Donc ils veulent que les étrangers montent en puissance. Et il est évident qu'ils doivent regarder dans ce cas-là à ne pas laisser trop de faillites qui feraient du mal aux étrangers. Donc c'est dans ce cas-là qu'il faut le regarder. Tout à fait. Et j'ai regardé un peu vos fonds, Michel. C'est vrai que Gem China, contrairement aux deux autres, se porte un peu moins bien. C'est pour quelle raison? Oui, parce que la Chine, c'est vraiment la Chine qui a beaucoup baissé. C'est le seul fonds sur lequel l'indice est négatif. Voilà. On a réussi à être légèrement négatif, on a réussi à être légèrement positif. On a 3-4% d'avance, quelque chose comme ça. Donc c'est la principale raison. C'est que le pays qui a tiré vers le bas les émergents, qui cette année ont une performance relative par rapport à l'Europe pas bonne. Donc le pays qui a tiré vers le bas, c'est la Chine. Oui, c'est pour ça que c'était celui qui s'en était aussi sorti le mieux l'année passée, justement. Le dernier, c'est un peu plus de 37%, il avait 15% par rapport à son indice. Tout à fait. Alors juste, j'étais en train de dire, donc deux gros points négatifs fin d'année qui nous avaient incité à être sous-pondérés. Le premier, c'est celui-là, on l'a vu, c'est régulation. Et là, où est-ce que l'année, nous, on a le sentiment que le feu est en train d'être orange clair. C'est pas fini, on le voit encore ce matin. On va en avoir sûrement encore pendant une semaine, 15 jours, un mois, 2 mois, quelque part, on va dire jusqu'à l'automne, pour simplifier. Je disais, ça dure à peu près 1 an. Et puis, deuxième raison pour que quelque part, vers l'automne, vers la fin de l'année, ça s'améliore. Autant, je disais que cette année, ils sont en excellente croissance, autant l'an prochain, ils cherchent la croissance. Et donc, on va avoir, à notre avis, une politique beaucoup plus pro-business, quelque part à l'automne, au tournant de l'année, parce que n'oublions pas que Alibaba ou Tencent sont les deux plus gros créateurs d'emplois en Chine. Donc voilà. Ça, c'est le premier feu rouge, il est en train de devenir orange. Le deuxième feu rouge, c'était par rapport à la politique de la Banque centrale. On a une Banque centrale traditionnaliste. Ça veut dire que quand il y a la croissance, elle retire la liquidité. 18% de croissance au second trimestre, elle a retiré la liquidité. C'est la raison de la baisse du marché chinois cette année. Principale. Je vous rappelle que si on ramenait les réserves de la Fed, le bilan de la Fed à là où il était il y a 10 ans, Wall Street partirait à la cave immédiatement. Donc, retrait de liquidité, c'est pas bon pour les marchés, mais par contre, c'est bon au moyen terme. Et d'ailleurs, parce on reprend des réserves qu'on pourra réutiliser plus tard, c'est ce qui se passe actuellement. Je vous parlais d'une normalisation de la croissance à 5-6%. Dès cet été, on ne l'a pas trop vu, mais le taux de RRR a baissé, le taux de réserve des banques. Et on anticipe, nous, dans les semaines à venir, une politique centrale une politique de la Banque centrale chinoise qui sera plus positive, et donc on va avoir un regain de liquidité qui devrait être très bon pour le marché. Ce feu qui était très rouge, maintenant là il est vert clair. Donc, vous reviendrez nous en parler dans quelques semaines pour voir si, effectivement, et pour faire peut-être plus un focus sur la Banque centrale chinoise. Merci beaucoup en tout cas Michel Audebent de nous avoir détaillé un petit peu, être rentré parfois dans un détail qu'on n'identifiait pas toujours sur les raisons ou en tout cas les raisons de chute subite ou d'IPO ou autre. Merci Michel Audebent, fondateur et directeur général de Gameway Asset. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans le Club Expert. Merci. Vous regardez le Club Expert et notre invité Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, est avec nous pour parler des conférences, celles qu'il ne fallait pas manquer la semaine passée. Bonjour Bogdan. Bonjour, bienvenue. Vous allez bien? Oui, et vous? Moi, ça va. Bon, alors vous allez nous parler de la conférence qui fait absolument suivre la semaine passée. Laquelle c'était? Alors c'était CPR Asset Management, c'était le 9 septembre et c'était au Ritz. Et alors pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là? Laura a dit qu'il fallait surtout pas la rater. Pourquoi celle-là? Alors deux choses. La première, c'est que c'est la grande conférence de rentrée de CPR Asset Management. Ils en font 4 par an et en règle générale, c'est très très bien. Il y a toute la presse financière qui est là, il y a beaucoup de gros clients institutionnels. C'est vrai, il faut y être. Et le deuxième point très important, c'était la première sortie du nouveau patron, Olivier Marié. C'est lui qui vient de succéder à Valérie Baudson, qui a pris la présidence d'Amundi. Donc c'était aussi important de le voir un petit peu à l'œuvre. Dans ses nouvelles fonctions. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il fallait retenir d'un point de vue macro? Alors, que des choses intéressantes. Bastien Drut, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, les taux longs américains vont remonter en septembre. Ça, c'est une info importante parce que ça donne vraiment un sens au marché. Et en matière de tapering, ils ont été assez précis. Pour eux, les Américains vont annoncer le tapering en novembre pour les débuter au mois de décembre.
C'est le premier qui donne un calendrier un petit peu précis. D'accord. Donc là, on est sûr que ce serait avant la fin de l'année. Oui. C'est une info. Et les taux longs qui remonteraient, ce serait du coup en lien avec ce tapering anticipé, c'est ce que nous dit CPRM? Pas forcément. Pas forcément, Pas d'accord. forcément. Pour la partie macro, c'est tout? Il y a d'autres Oui, il y a d'autres choses. Il a D'accord. Ouais. aussi, Bastien Drutz, ce qu'il a dit d'intéressant, c'est que la BCE aussi, on s'attendait de ce côté-là à une réduction des achats d'actifs de la BCE à partir du T4, c'est-à-dire très prochainement. Alors attention, c'est pas un tapering. Tapering, ça veut dire qu'on tend vers zéro, comme aux États-Unis. Alors que là, c'est simplement, ils vont diminuer progressivement, mais pendant encore très très longtemps, on fera du tapering en Europe, alors qu'aux États-Unis, c'est amené à s'arrêter. Dans la lignée de ce que nous a dit Christine Lagarde la semaine dernière, justement, Exactement, qui a réduit exactement. ses achats d'actifs significativement élevés, qui nous a dit que ce n'est pas un tapering, mais un recalibrage. C'est ça, un recalibrage. Recalibrage, c'est le mot à retenir. On vient de parler de la Chine dans le Club Action. Quelle est justement leur position sur la Chine? Alors justement, très intéressant là aussi, quelle est la position de la Chine? C'est Laetitia Baldeschi qui en a parlé. Elle est super bonne sur ce secteur, elle a beaucoup travaillé. Alors simplement, je vais résumer parce qu'elle a été un petit peu longue sur le sujet. Il y a 3 secteurs qui posent problème, c'est l'immobilier, la santé et l'alimentaire. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des secteurs qui risquent d'être soumis à un petit tour de vis du gouvernement. À l'image de la techno, elle a aussi parlé de la techno, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce matin, Pékin envisage de démanteler Alipay. Alipay, c'est l'application justement qui est très populaire, l'application de paiement très populaire d'Alibaba. Voilà. Donc les technos à suivre, l'immobilier, la santé et l'alimentaire. Ça fait déjà pas mal sur un indice À chinois. surveiller, oui. À surveiller, on en parlait il y a quelques instants, effectivement. Absolument. C'est, Ouais. à surveiller. On se demande quand est-ce qu'on revient en Chine, effectivement. Au C'est moins, ça. on sait où on va, mais il faut Mais effectivement justement, vous allez voir, il y a une surveiller les surprise. infos. Vous allez voir, il y a une surprise. Et alors, justement, quels sont les marchés préférés de CPRM? Alors ça, c'est Malik Hadouk qui en a parlé des marchés préférés. Alors pour eux, clairement, c'est le Japon. D'accord. Le Japon. Très bien. L'info, c'est que Shinzo Abe a démissionné le 28 août, c'était le Premier ministre, et essentiellement pour des raisons sanitaires. Donc là, comme les raisons sanitaires sont en train de s'estomper, donc ils en font une priorité. Le Japon une priorité, et puis revenir sur la Chine. D'accord. Revenir sur la finalement, Chine. c'était là la surprise. Très bien. Revenir sur la Chine. Oui, Bon, très bien. progressivement, tout doucement. Bon, ok. En Bon, c'est évitant ce les qu'on a secteurs entendu, dont je vous ai parlé. D'accord, Ouais, ok, c'est ça. c'est ça. Alors, généralement, je crois quand même qu'ils ont plusieurs scénarios. Est-ce qu'il y a un scénario qui domine là, pour les mois à venir? Tout à fait. Alors c'est ça qui est bien, c'est parce que eux, ils ont des prévisions à 3 mois. Alors voilà, le scénario central, c'est simple. Si les taux montent et allaient vers les 1,50, les taux américains, j'entends bien, alors ça provoquerait une hausse des actions japonaises de 5% et un maximum de hausse de 3% pour la zone euro. D'accord. Deuxième cas de figure, beaucoup moins probable, 25% de possibilités. Les taux américains baissent, et la mauvaise nouvelle pour les actions, le Japon baisserait de 7,5 et l'Europe aussi baisserait de D'accord. 7,5. Voilà. Ok. Donc ça, c'est une info. En effet. Oui. Et Vous donc, avez compris le sens, hein? on a Oui, compris le sens, complètement. effectivement. Et donc, on a compris qu'ils sont plus à 50% de probabilité sur le premier Ouais. scénario. C'est ça, C'est toujours. ce que vous nous avez dit au Les début. taux vont monter. Les Les taux vont monter. En tout cas, c'est ce qu'ils anticipent. Merci beaucoup, Bogdan Merci, Koval, Bogdan. de nous avoir détaillé du coup cette conférence de CPRM le 9 septembre au Ritz. Merci également, Laura. Un plaisir de vous Merci, retrouver pour le début Nicolas. de cette semaine. N'est-ce pas? On va passer la semaine ensemble. Exactement, une semaine encore ensemble dans Smart Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.